que je vais vous passer dans la séquence, c'est qu'en fait, la qualification, c'est pas autre chose qu'un rempart qu'on veut robuste, en fait, pour garantir la sûreté, la qualité, la capacité technique et la performance des entreprises pour dérisquer, finalement, l'exécution des contrats du projet EPR2. Voilà, donc c'est un objectif de qualité, plutôt du bon sens, hein, pour réussir les énormes chantiers que nous avons devant nous, et en particulier celui de Gravelines. Donc dans la présentation, vous verrez souvent, donc je parlerai de qualification fournisseur EPR2, et je parlerai également de qualification nouveau nucléaire. Donc dans les faits, c'est la même chose. Voilà, c'est la même idée, c'est le même concept. EPR2, nouveau nucléaire. Voilà, c'est la même idée. Voilà. Et donc je vais régulièrement parler qualification fournisseur et QNN, si ça ne vous ennuie pas. Ce serait une bonne façon de vous immerger avec moi dans ce merveilleux monde de la qualif. On peut avancer. Donc pour le coup, comme je vous le disais, donc le premier enjeu, donc c'est un enjeu business. J'ai commencé volontairement par celui-ci, mais dans les faits, on en a deux. On a deux enjeux principaux en fait avec la qualification. Il y a un enjeu réglementaire. Il est très important puisqu'en fait pour EDF, c'est hyper important et pour le coup c'est à la fois important mais c'est aussi une obligation pour EDF au sens de la réglementation, hein, en particulier vis-à-vis de l'arrêté INB. Donc l'arrêté INB, c'est un arrêté qui date de février 2012 et qui caractérise un certain nombre d'exigences dans le cadre du Code de la construction pour construire, exploiter des installations nucléaires de base. Voilà, donc finalement, c'est une réglementation qui date de maintenant presque un peu plus de 10 ans et qui est très structurante pour EDF et qui impose EDF à mettre en place un certain nombre d'exigences et de requis vis-à-vis de ces outils nucléaires. Donc l'enjeu réglementaire pour EDF, c'est de mettre à disposition, de disposer d'un panel d'entreprises compétents, aptes à réaliser des services et ou fournir des biens conformes donc, aux exigences vis-à-vis notamment de cet arrêté INB. Le deuxième enjeu, donc c'est celui que j'ai un petit peu introduit, c'est un enjeu business et performance industrielle, puisque l'objectif de la qualification, donc qui va, vous verrez, donc se traduire par ce qu'on appelle des évaluations, des audits. Donc la qualification garantit que chaque entreprise qualifiée donc, dispose d'une organisation qu'on va qualifier de performante, et qui va nous permettre finalement de nous asseoir sur des organisations compétentes qui intégreront les exigences techniques, des exigences de sûreté et de qualité d'EDF. Et l'enjeu également pour les entreprises qualifiées, c'est de nous assurer que ces entreprises seront en mesure de reporter le respect des exigences vers leur chaîne de sous-traitance, autrement dit leur supply chain. Voilà, la cascade de report et de portage des exigences vers la supply chain est un enjeu extrêmement important, en particulier pour les enjeux de projet EPR2, dont on connaît voilà, à la fois l'envergure et la complexité d'exécution. Donc en gros, voilà les deux idées, un volet réglementaire, un volet business et performance industrielle. Autrement dit, quand même beaucoup de sens, beaucoup de bien fondé pour construire des outils de cette envergure. Alors qui est concerné ? Donc, qui est concerné, donc pour le coup, EDF, dans ses doctrines internes, donc, exige la qualification des entreprises des titulaires de rang 1. Donc, un titulaire de rang 1, c'est un futur signataire de contrat qui réalisera ce qu'on appelle des AIP et par extension des activités à enjeu. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur ces définitions. Je pense que c'est la séquence la plus difficile de la présentation, donc il faut vraiment que je sois assez précise avec vous sur ces définitions. Donc en fait, une AIP, c'est une activité dont la défaillance peut affecter des caractéristiques de ce qu'on appelle un EIP. Donc un EIP, c'est un élément important pour la protection. Autrement dit, c'est un équipement, un système, en tout cas quelque chose de très concret dans la centrale nucléaire, sur laquelle on va porter beaucoup d'intérêt, à la fois dans les phases de conception jusqu'aux étapes de mise en service, parce que ce sont des équipements qui vont porter des enjeux de sûreté nucléaire. Donc pour être très concrète, un EIP, ça va être une vanne, un robinet, un transfo, voilà, un équipement chaudronné, un échangeur qui va porter vraiment dans sa fonctionnalité donc un enjeu de sûreté nucléaire. Donc le boulot qu'on fait avec les équipes contrat, c'est d'identifier
ces EIP dans les contrats. Et ensuite, dans les consultations, ce sont aux fournisseurs de caractériser les AIP, donc les activités qu'ils vont exécuter sur ces équipements de sûreté nucléaire. Dès qu'on va être sur des contrats qui auront donc cette dimension AIP, EIP, alors EDF exige systématiquement la QNN ou la qualification fournisseur EPR2. Ensuite, la deuxième définition, la deuxième extension de qualif, c'est sur les activités qu'on appelle à enjeu, qui, elles, sont des activités dont la défaillance a un impact significatif, cette fois-ci, non pas directement sur la sûreté nucléaire, mais plutôt sur la disponibilité des installations. Donc, ce sont des enjeux quand même importants en termes de production, des enjeux de sécurité, d'exécution sur le chantier, des enjeux liés à l'environnement et au transport d'objets et de matières radioactives. Voilà. Donc, voilà de façon assez simple, en tout cas je l'espère, vous avoir un petit peu éclairé sur le périmètre de ce qu'est la qualification. Je vous propose de continuer. Il y a toujours un petit décalage entre le... C'est parfait. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, donc je le complète, c'est que donc, EDF exige, hein, comme je l'ai dit, la qualification donc, des titulaires de rang 1. Et on s'autorise à porter la qualification sur les rangs 2 de ces contrats, dans la mesure où le rang 1 n'est pas porteur du requis en propre. Voilà. Donc on ne le fait pas de façon systématique, c'est vraiment quand on fait le diagnostic, quand on fait l'analyse un petit peu du schéma industriel, voilà, des retours des appels d'offres, qu'on porte vigilance sur l'exécution, le portage des requis des contrats que l'on exige. Et si le rang 1 ne l'a pas en propre, alors on va porter l'évaluation sur son rang 2. Donc au niveau des contrats, comment ça fonctionne? Donc dans le cadre des appels d'offres EPR2, le règlement de consultation précise que l'obtention de qualification fournisseur peut être un critère de recevabilité de l'offre. Alors pourquoi le peut-être? Parce que la totalité des contrats EPR2 ne l'exige pas. Voilà, la totalité des contrats EPR2 n'exige pas de la qualification. Néanmoins, pour être complètement transparente avec vous, ça n'est pas une majorité de contrats. Voilà, la majorité des contrats qu'on exécute sont quand même soumis à qualification parce qu'on est très proche voilà, des objets nucléaires ou des activités en jeu. Il n'en reste pas moins que voilà, les contrats locaux, hein, on en reparlera un petit peu après, les fameux contrats 7000, sont disposés pour le coup à ne pas être soumis à qualification. Donc, quand un appel d'offres part, on a effectivement donc, en amont identifié effectivement le caractère obligatoire de la QNN du contrat. Et donc, il y a un article particulier qui est l'article 2 des CPA, donc des clauses particulières d'achat des contrats, donc qui détaille, qui précise effectivement si le contrat est soumis ou pas à QNN. Et donc, pour en fait avoir cette lecture, on fait référence aux compétences de la nomenclature, que je vous présenterai juste après, de la nomenclature NN, sur lesquelles on va porter un dérisquage du contrat par la QNN. Voilà. Donc c'est l'article 2 qui voilà, permet de vite se repérer dans le business pour savoir si on est soumis à QNN ou pas. Donc dans les questions qu'on avait effectivement reçues en amont, comme le disait Philippe, la première question était comment faire pour faire profiter le secteur de notre savoir-faire. Alors, j'ai deux éléments de réponse à vous partager. Le premier, c'est de vous dire, comme vous avez compris, si effectivement le contrat est soumis à QNN, le rang 1 donc, va devoir en fait se soumettre à la qualification. Donc pour le coup, le premier enjeu en fait pour la région, c'est de se mailler avec des rangs 1 qui seront consultés, signataires de contrats, rentrer dans leur supply chain en fonction des besoins qu'ils vont effectivement avoir pour se sourcer localement pour réaliser en particulier les contrats en exécution. Donc ça, c'est le premier élément de réponse.
Et le deuxième élément de réponse, c'est de répondre à des appels d'offres des fameux contrats 7000, donc ce qu'on appelle les contrats locaux, directement en tant que rang 1, lorsqu'on sera effectivement sur des contrats qui ne seront pas soumis à QNN, mais rien ne vous empêchera non plus de vous positionner comme rang 2 auprès d'un rang 1 pour amener, faire profiter les rangs 1 de votre savoir-faire. À la deuxième question, peut-on se positionner comme rang 2 ? La réponse est oui, bien sûr, évidemment. Donc les énormes, les gros contrats 6 tranches qui sont soit déjà en exécution ou en cours de consultation vont mobiliser beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, notamment sur les territoires. Il est effectivement évident que les majors, les rangs 1 qui seront signataires de ces gros contrats, auront besoin de ressources locales. Et dans ce cadre-là, vous pourrez évidemment vous positionner comme rang 2. À la question, je souhaite connaître la procédure pour être qualifié et répondre au marché de distribution électrique et avoir des points de contact au niveau du service achat. Ce que je peux donc vous répondre, c'est que la procédure de qualification, en tout cas je l'espère, c'est l'objet de la présentation de ce matin. Donc pour rentrer dans le business, comme je le disais tout à l'heure, soit vous rentrez comme rang 2 auprès d'un rang 1 ou comme rang 1 en fonction donc de la nature, de la complexité, des compétences qu'on va attendre pour l'exécution des contrats. Si je peux me permettre, Stéphanie, Bien sûr. pour la mise en relation des rangs 1 avec les rangs 2, dans le cadre c'est une des actions qu'on a identifiées dans le cadre du GT développement économique. On va, avec EDF et la CCI, recevoir les rangs 1 attributaires des marchés pour lesquels on va définir préalablement leurs besoins en sous-traitance. Et bien entendu, on va leur proposer les compétences locales disponibles sur les Hauts-de-France. Pour cela, j'invite les entreprises à s'inscrire, ou du moins les participants, je ne sais pas si tout le monde l'a fait, mais d'aller s'inscrire un minima sur CCI Business pour faire une vitrine de compétences. C'est gratuit, sachez-le, donc il suffit d'aller se présenter sur CCI Business. C'est déjà, nous, notre premier point de sourcing qu'on va offrir aux acheteurs et aux différents rangs 1 qui seront attributaires des marchés. Donc, je voulais mettre un petit point d'information là-dessus. Moi, je veux juste simplement en termes de méthode, parce que en fait, on l'a peut-être pas suffisamment insisté, mais l'idée, c'est de garder l'enregistrement de la présentation de Stéphanie pour que ceux qui n'ont pas pu se connecter ce matin, mais qui sont quand même intéressés, puissent la regarder de nouveau. Donc, je pense que ce serait préférable qu'on garde plutôt les questions. Elles sont enregistrées dans le chat. On garde plutôt les questions pour la fin, Stéphanie. Et comme ça, on a ta présentation entre guillemets d'un seul tenant, et puis les questions à la fin. Et pour quelqu'un qui regardera en différé, ce sera peut-être plus fluide. Si ça te convient, sinon si tu préfères répondre au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Pour le coup, je vous propose de continuer. Et je vais vous faire un petit chapitre sur le sujet de la nomenclature, cette merveilleuse nomenclature qui est quand même notre outil extrêmement précieux pour dérisquer les contrats. Alors pour le coup, donc la qualification, donc un petit peu de façon précise, donc elle est prononcée pour un établissement. Donc quand on fait de la qualif, d'ailleurs que ce soit pour le parc ou le nouveau nucléaire, on parle d'établissement, on qualifie un SIRET. Voilà, j'insiste sur la notion de SIRET parce que nous, on ne qualifie pas des sirènes. On est vraiment sur la qualification au plus près d'un établissement qui va exécuter les gestes métiers, que ce soit des études, de la fabrication, du montage et des essais sur site. Donc cette notion, elle est vraiment importante, c'est les SIRET. Ensuite, on qualifie donc un fournisseur sur un périmètre technique, donc selon la nomenclature. La nomenclature, c'est quoi? C'est pas autre chose qu'une bibliothèque, en fait une bibliothèque qui caractérise précisément les compétences sur lesquelles on veut dérisquer une activité. Donc c'est une bibliothèque qui est bien faite. Elle est basée aussi sur beaucoup de bon sens et donc elle est organisée en fonction de ce qu'on appelle un système de qualification. Donc on en a à peu près une vingtaine. Donc un système de qualification, pour vous illustrer, là typiquement c'est la grande famille du génie civil. Voilà, donc dans la grande famille du génie civil, on y fait beaucoup de choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, on fait du terrassement, on fait de la géotechnique, on peut faire du VRD. Et donc on caractérise donc un système de qualification qu'on décompose ensuite en domaines d'activité, donc là par exemple les VRD, et derrière la famille de VRD, on caractérise, on définit les quelques compétences sur lesquelles on veut effectivement porter une qualification parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'avoir des boîtes, des entreprises compétentes
pour réaliser nos chantiers. Ensuite, donc là, je vous introduis le référentiel qualité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et pour le coup, je pense que tous les responsables QSE là, qui sont branchés seront très à l'écoute. Le référentiel qualité, en fait, c'est le référentiel, c'est notre doctrine EDF sur laquelle on va s'appuyer pour mener nos évaluations. Donc, on parle de ce qu'on appelle, nous, la SGAQ 2021. Donc, la SGAQ, c'est notre référentiel qualité, c'est notre bibliothèque qualité, c'est notre système général d'assurance qualité, donc pour la filière nucléaire. Elle est commune au parc et au neuf pour EPR2. Elle a été rafraîchie en 2021 et pour le coup, elle est composée de 2 annexes, l'annexe 1 et l'annexe 2. Donc, pour faire la connexion avec les enjeux, les activités en jeu et les AIP que je vous ai introduits tout à l'heure, ce qu'on peut retenir de façon simple, c'est que SGAQ annexe 1 va correspondre à des exigences d'AIP-EIP, donc des exigences assez importantes vis-à-vis d'une recherche de conformité à l'ISO 19443, donc qui est notre référentiel international pour les activités du nucléaire civil. Annexe 1, AIP, ISO 19443, et l'annexe 2 de la SGAQ, qui, elle, va plutôt s'appuyer sur une recherche de conformité à l'ISO 9001, va nous permettre de couvrir, de dérisquer les activités à enjeu. Voilà. Donc là, vraiment, c'est vraiment l'équation à retenir qui vous permettra vraiment, qui nous permet en fait aussi, nous, avec les entreprises et les équipes contrats, à bien jongler, à bien manipuler cet outil de qualification. C'est vraiment l'équation à retenir. Ensuite, comment ça fonctionne? Donc finalement, plus on va grimper dans les exigences qualité, plus on va finalement converger vers le maximum en fait, d'exigences et de requis pour atteindre les sommets de ce qu'on attend notamment sur les contrats où il y a de forts enjeux en sûreté nucléaire. Donc la base, voilà, pour espérer rentrer en tout cas simplement sur les activités de qualif, la base c'est l'ISO 9001. Voilà, donc une boîte qui va être qualifiée ISO 9001, qui est quand même un référentiel international du monde de l'industrie et pas que pour le nucléaire. Nous permet déjà d'avoir une certaine assise vis-à-vis donc de l'entreprise pour espérer lui confier des activités de contrat. Donc la bonne nouvelle, c'est que si l'entreprise est déjà certifiée dans les domaines santé et sécurité, donc ISO 45001, ISO 9001, dispose de MAS, dispose d'une certification en ISO 14001, tous ces sujets-là sont déjà captés et l'évaluation de la qualification derrière est allégée. Voilà, donc elle est optimisée quand le fournisseur, l'entreprise, dispose déjà de cette base-là. Ensuite, donc quand vous êtes ISO 9001, j'ai envie de vous dire, la porte d'entrée pour atteindre l'annexe 2 et donc couvrir des contrats qui sont sur ce périmètre-là est vraiment à portée de main. Voilà. Depuis 2 ans là, que je pilote l'activité, on a des bons succès, vraiment, je vous le dis de façon très, très transparente, on a vraiment de bons succès d'entreprises qui ont fait l'effort voilà, de s'enclencher dans le process de QNN pour atteindre les sujets d'annexe 2. Ensuite, voilà, le morceau un petit peu plus costaud, c'est l'ISO 19443. Donc, je vous l'ai dit, c'est le référentiel international de la sûreté nucléaire. Donc, une entreprise qui est certifiée ISO 19443 aura déjà été évaluée par un organisme certificateur sur un certain nombre de sujets de sûreté. Donc, l'évaluation de la qualification sera également optimisée, allégée. Donc, sur les domaines de la sûreté nucléaire, de la qualité, de la gestion et de la relation de la sous-traitance, de la gestion projet. Et nous, l'évaluation qu'on va mener avec vous en Delta va plutôt se concentrer sur les fondamentaux relatifs aux AIP. Donc vous avez compris, le sujet de maîtrise de l'activité importante pour la protection des intérêts de ces équipements de sûreté nucléaire est très importante à la fois pour EDF, pour les enjeux business, mais également pour les enjeux réglementaires. Donc c'est important pour nous de nous assurer que nos partenaires fournisseurs maîtrisent cette notion d'AIP et d'activité associée. Dans les sujets également qu'on approfondit, il y a tout ce qui va toucher de près ou de loin le sujet de la fraude du CFSA, et donc tout ce qui va toucher aux problématiques d'articles contrefaits, frauduleux et suspects.
Voilà, ce sont des sujets qui nous occupent et qui mobilisent beaucoup d'énergie en ce moment sur la filière nucléaire avec voilà, tous les partenaires, les entreprises, le GIFEN en particulier, pour vraiment voilà, maîtriser tous ces écarts qui sont préjudiciables, hein, voilà, préjudiciables aux activités du nucléaire. Et ensuite, ce qui est très important également, donc je disais, c'est comment le rang 1 pilote sa sous-traitance, comment on s'assure qu'il reporte l'exécution des requis vers sa supply chain et comment il organise la gestion des non-conformités. Voilà. Donc des choses assez, encore une fois, assez habituelles, assez classiques dans le monde de l'industrie. C'est quand même vachement important de nous assurer voilà, qu'on est capable et de détecter des non-conformités, de nous assurer qu'elles remontent et d'avoir l'organisation pour les traiter de façon réactive. Ensuite, on a donc ce dernier référentiel donc voilà, qui nous tire quand même collectivement vers l'eau, qui est notre référentiel SGAQ, qui lui va rajouter quelques requis vraiment sur les sujets des IP. Donc, par exemple, ce qu'on va regarder en particulier pour les contrats qui sont vraiment soumis à de l'annexe 1 de la SGAQ, c'est comment le fournisseur manipule cette donnée IP en termes de contrôle technique, qui fait partie voilà, des règles un petit peu de l'art hein, en exécution d'ingénierie pour nous assurer que voilà, il y a bien du contrôle croisé, celui ou celle hein, qui va exécuter, enfin qui va produire un document va être contrôlé par un tiers. Voilà, donc encore une fois, hein, beaucoup de bon sens dans l'exécution voilà, des gestes et de l'exécution des livrables. Voilà ce que je peux vous dire sur cette belle pyramide. Donc, quelques éléments maintenant sur les processus, enfin en tout cas sur les différents types d'instructions et leur durée. Alors aujourd'hui, en qualification donc nouveau nucléaire EPR2, on a trois types d'instructions. Et en fait, tout va dépendre du niveau et de la qualification, dans l'état de qualification dans lequel est le fournisseur. Donc si je commence par le bas, donc un primo, un fournisseur primo, hein, qui ne disposerait pas aujourd'hui de qualification ni sur le parc, ni sur le nouveau nucléaire, et qui va voilà, répondre à un appel d'offres sur un contrat EPR2 où il y aura de la qualification, on va se lancer dans une qualification initiale. Donc comment ça fonctionne? Donc la première étape déjà, c'est d'avoir voilà, que moi je réceptionne effectivement un mandat de qualification, hein, donc un ordre d'exécution, un cahier des charges hein, pour enclencher le processus avec le fournisseur. Dans un premier temps, on élabore un questionnaire sur lequel on va un petit peu dégrossir avec vous un certain nombre de sujets un petit peu génériques. On va vous envoyer ce questionnaire. On vous laisse à peu près 1 mois, 45 jours hein, pour y répondre, de telle façon que vous puissiez vous l'assimiler, travailler avec vos collaborateurs hein, pour recueillir les éléments de preuve que nous, on analysera par la suite. Vous nous envoyez le questionnaire et l'équipe d'audit donc, va analyser ces éléments. Ensuite, on marque un temps d'arrêt et on déclenche un audit sur site. En général, ce sont des audits qui durent 2-3 jours maximum. Vraiment, on essaie d'être voilà, très efficace, très pertinent et très concentré dans nos interventions chez le fournisseur. Donc, ce qui fait que c'est voilà, assez dynamique. Et lors de ces échanges, on a quand même l'opportunité et la chance voilà, de rencontrer un petit peu l'entreprise, hein, je le dirais avec mes mots, hein, un petit peu de la tête aux pieds, pour nous assurer voilà, que les processus, que les aspects leadership de la sécurité, de la sûreté sont déployés du haut jusqu'en bas de l'entreprise. Ensuite, on vous fait une restitution à chaud de l'audit avant de partir. Une dizaine de jours après, on vous envoie un compte-rendu détaillé de l'audit avec une formulation des réserves. Donc, une réserve est une non-conformité majeure, donc qui va devoir faire l'objet voilà, d'efforts pour nous faire la démonstration que vous allez la lever, que vous avez compris effectivement l'enjeu de cette non-conformité et vous mettez voilà, vous mettez de l'énergie hein, pour faire la démonstration que vous allez la lever dans des délais convenables pour pouvoir être aussi en phase avec l'exécution des contrats. On formule également ce qu'on appelle des remarques, qui sont des non-conformités mineures au sens des normes, hein, donc qui vont faire l'objet voilà, d'un suivi ensuite
post-qualification. Donc ça n'empêchera pas d'obtenir une qualification. Par contre, ça va nous engendrer une relation un petit peu dans la durée pour nous assurer, vous challenger sur l'objectif de lever ces remarques dans un délai qu'on vise, en tout cas challengeant, puisqu'on souhaite aujourd'hui lever les remarques dans des délais de 6 mois. Évidemment, on vous fait un constat ou si on vous fait un renvoi d'image sur ce qu'on a estimé être vos points forts, vos recommandations, pour vous aider aussi à avoir une photo à un instant donné de ce constat d'audit. Ensuite, on vous laisse du temps pour vous retourner, pour réagir. Et il y a donc une relation entre l'équipe d'audit et l'équipe du fournisseur pour finaliser donc un plan d'action, les éléments de preuve et en général, les temps qu'on a aujourd'hui en exécution sur les qualifications initiales sont aux alentours de 8 mois. Alors moi j'ai envie de vous dire, ça peut aller plus vite, la qualif c'est du gagnant-gagnant. Si en face de nous, on a des fournisseurs engagés, des équipes engagées aussi, dynamiques, avec quelqu'un qui est une locomotive, ça peut aller plus vite. Et chez nous, c'est la même chose. Voilà, c'est vraiment l'énergie, elle va dans les deux sens. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Ensuite, un fournisseur qui a déjà une qualification, soit sur le parc ou soit sur le nouveau nucléaire, et qui, pour le coup, souhaite se positionner sur une nouvelle activité, on va travailler par une qualification qu'on appelle d'extension, où là, on va alléger le processus et on ne s'oblige pas à faire une visite sur site. On peut se permettre de travailler de façon plus agile, soit carrément en ne faisant pas cet audit terrain. On peut provoquer éventuellement ce qu'on appelle des workshops pour travailler le delta de la compétence métier sur laquelle on veut une instruction. Et encore une fois, en fonction du dynamisme des équipes, ça peut, la moyenne est plutôt aux alentours de 5 mois, mais encore une fois, ça peut aller beaucoup plus vite en fonction de l'énergie qui se passe au travers de ces instructions. Ensuite, un fournisseur qui est déjà connu du parc sur une même compétence et qui souhaite en fait étendre, accéder ou développer cette compétence sur le nouveau nucléaire, c'est ce qu'on appelle des dossiers passerelles. Donc je mets un petit bémol sur les dossiers passerelles, puisqu'en fait on fait des passerelles uniquement, donc des instructions un peu rapides, si le REX qu'on a, il est positif, donc soit sur des contrats équivalents d'exécution sur le parc ou des contrats qui sont en exécution par ailleurs. Voilà. Donc je vous ai donné un petit peu les ordres de grandeur. Retenez que c'est quand même aussi lié à l'engagement et au dynamisme qui va se dégager donc, des deux parties. Notre objectif, pour le coup, là, il est commun, à la fois pour les équipes contrat, à la fois pour le fournisseur et à la fois pour l'équipe d'audit. C'est que ce qu'on vise, c'est de finaliser les instructions de qualification pour les étapes, en tout cas, on vise l'étape de la recevabilité technique du contrat, qui nous permet en fait d'avoir une photo synchronisée entre l'analyse de l'appel d'offres qui va être donc fait par les services ingénierie qui pilotent les contrats. Et puis, donc cette photo vraiment de réponse à l'appel d'offres, et nous, cette réponse qualité, cet éclairage qualité qu'on va amener à l'équipe contrat et évidemment aux fournisseurs pour faire converger tous ces éléments pour la bonne exécution et surtout la bonne signature des contrats. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon synthétique et explicite, je l'espère. Merci Stéphanie. Pendant la présentation, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées via le fil de discussion. Je propose de te les reformuler. Donc une première, nous sommes intégrateurs en génie électrique et process control. Pourriez-vous nous communiquer le processus pour être identifié par les majors comme un sous-traitant de rang 2? De même, pour les marchés qui nous sont accessibles en rang 1, pouvez-vous nous donner le processus pour rentrer dans le panel des entreprises consultées par EDF? Alors, ce que j'ai compris donc, de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc j'ai compris ce qu'on disait, c'est que donc, pour le coup, donc, moi ce que je peux vous dire, c'est que sur les processus, sur les appels d'offres qui sont en consultation, notamment sur les rangs 1, notamment on parlait un petit peu de génie électrique, des choses comme ça, donc les appels d'offres sont en cours de préparation, les consultations ne sont pas parties, donc c'est là où effectivement il y a cette connexion à faire avec la région, donc ce que disait tout à l'heure Yannick, pour que vous puissiez disposer de ces informations, donc des gros appels d'offres qui sont en cours de consultation ou ceux qui sont d'ailleurs signés, pour que vous puissiez vous mailler efficacement avec ces rangs 1. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Yannick.
Oui, On peut alors, peut-être dire à l'accès au marché pour les rangs 1, déjà une chose, c'est que tous les marchés pour lesquels il y a des besoins qui sont formulés par le projet font l'objet d'une fiche marché qui est diffusée sur CCI Business, sur laquelle les entreprises, soit le marché fait également l'objet d'une publication au journal officiel de l'Union européenne, donc les entreprises sont invitées à formuler leur intérêt via la plateforme de l'Union européenne, soit lorsque la fiche marché est publiée, à prendre contact avec les interlocuteurs EDF pour se faire connaître. Donc ça, c'est pour se faire connaître. Ensuite, les interlocuteurs EDF prendront en compte les différents profils d'entreprise, vérifieront leur aptitude et considéreront la liste des entreprises qu'ils consulteront, en fait, puisqu'ils considéreront que le panel est satisfaisant pour eux. Pour tout ce qui est rang 2, on peut aussi inviter les entreprises à se faire connaître, comme le disait Yannick, à s'identifier sur CCI Business, puisque dans les différentes opérations qu'on va formaliser. Il y aura également des rencontres B2B, l'information des rangs 1 sur la possibilité de sous-traiter en région et éventuellement l'organisation de rencontres spécifiques pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est aussi tout un tas de volets qu'on pourra mettre en œuvre. Stéphane, tu veux compléter ? Oui, en fait, je voulais compléter, peut-être, ou tendre une perche à Stéphanie pour donner la dimension la dimension politique industrielle de ce processus de qualification. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas le permis de conduire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que toutes les entreprises de la Terre et de la France, pour commencer, soient qualifiées. Vous avez compris qu'en rang 2, par exemple, dans les cas les plus courants, c'est l'entreprise de rang 1 qui porte la qualification et qui s'engage pour ses sous-traitants. Donc, dans la plupart des cas, en rang 2, en sous-traitance, on ne demande pas de qualif. Et donc, en fait, la qualification, certes, il y a quelque part un dossier de candidature. Enfin, il faut lever la main pour dire, moi, j'aimerais être qualifié dans mon domaine. Mais s'il n'y a pas de besoin, ça ne sert à rien. À la fois, ça coûte en ressources à EDF de suivre et de faire réussir ce processus de qualification. Ça coûte quand même aussi, surtout à l'entreprise, même si elle est déjà à un très bon niveau en certification, etc. Donc, en fait, ça, c'est vraiment essentiel de l'avoir en tête. C'est pour ça que je parle de politique industrielle. Le panel d'entreprises à qualifier, il dépend du besoin. Et donc, Absolument. par exemple, quand on fait la politique industrielle d'un projet comme le projet EPR2, vous vous doutez que c'est quand même assez compliqué, eh bien, on va s'assurer qu'on a bien le panel d'entreprises qualifiées dans chacun des domaines. Et si on l'a, alors on n'est pas obligé de faire entrer de nouveau. Par contre, en rang 2, j'insiste, même sans qualif, on a de fortes chances d'être associé à des travaux, par exemple, par un rang 1 qui va venir vous chercher sur le territoire. Donc, il faut bien avoir cette notion. C'est pas, d'un côté, c'est pas obligé d'être qualifié, et en même temps, on va qualifier le nombre d'entreprises qui est nécessaire, dont on a besoin. Donc, ça peut paraître frustrant, mais vu qu'on n'est pas obligé de l'être, il ne faut pas que ça soit l'objet d'une frustration. Voilà. Exactement. Donc, Merci Stéphane. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est important ce que dit Stéphane, aujourd'hui, donc, on a quand même beaucoup d'activités, et surtout sur Gravelines, en tout cas, l'activité très dynamique, comme on l'a dit, puisqu'on est à la veille là, d'enclencher le chantier. Donc, il y a beaucoup d'appels d'offres locaux là, qui sont en train de s'organiser et de partir en consultation. Moi, je travaille toujours avec les équipes contrat parce que je fais un petit peu voiture-balai pour m'assurer voilà, qu'on est clair sur le périmètre du contrat, s'il y a une activité en jeu ou s'il y a des AIP. Et quand il n'y en a pas, il n'y a pas de qualif. Les équipes voilà, sont libres, entre guillemets, sur voilà, le panel qu'ils veulent consulter localement. Et voilà, on ne fait pas de la surqualité, nous non plus. Voilà, on n'est pas des vendeurs de qualif. Par contre, voilà, on veut que les choses soient bien faites et on peut très bien faire des choses bien sans être contraint de faire de la qualification. Voilà, par contre, donc c'est là aussi où c'est ce que disait Stéphane, il n'y a pas cette obligation
permanente, systématique d'être qualifié. Voilà, tout va dépendre du périmètre du contrat, du schéma industriel. Alors c'est vrai qu'il y a un point que je n'ai pas développé, c'est quand on est en organisation GME, donc là c'est un petit peu particulier, mais en général on est sur des GME quand on répond aux très gros contrats 6 tranches, où là effectivement on ne s'interdit pas effectivement d'aller qualifier la totalité des GME, en tout cas des partenaires de GME, quand les requis de qualification sont notamment des activités AIP. Voilà, donc j'insiste sur le côté AIP GME. Merci Stéphanie. Une autre question pratico-pratique. Auprès de qui demandons-nous le dossier pour obtenir le dossier de qualification? Ça, c'est une bonne question. Alors pour le coup, comment ça fonctionne? Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que effectivement, quand donc moi j'entonne en fait tous les dossiers, tous les besoins de qualification pour le programme EPR2. Donc moi je suis mandatée à l'interne par le projet, par la direction de projet EPR2. Et en fait la construction des mandats, donc c'est à la fois l'identification des compétences et la consolidation des panels. Donc va faire l'objet en fait de beaucoup de discussions en amont. En particulier, comme le disait Stéphane, moi je travaille beaucoup avec mes collègues de la politique industrielle. Qui vont avoir aussi leur mot à dire. Comme on le disait avec Stéphane, aujourd'hui, on maille au maximum nos représentants de politique industrielle nationaux, donc mes collègues qu'on appelle les responsables de segments d'activité, donc un petit peu organisés en fonction des systèmes de qualification. Donc ce sont des acteurs qui ont une vision nationale. Et l'objectif, en tout cas ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on les maille avec les locaux, en particulier les équipes grands projets, pour nous assurer qu'il y a des connexions et l'intérêt de faire rentrer dans le panel des locaux. Voilà. Donc il y a la lecture politique industrielle. Nous avons un certain nombre de comités aussi dans lesquels en fait, les voix peuvent s'exprimer pour valider des stratégies d'achat. Donc qui sont aussi donc des entités un petit peu importantes pour impulser les décisions d'ancrage local, etc., etc. Donc d'ailleurs, on s'y croise régulièrement avec Stéphane et ses équipes. Voilà. Donc ce qui fait qu'on on a aussi, nous, nos connexions possibles pour pousser les dossiers enfin en tout cas dans un certain sens de stratégie en fonction des besoins des marchés. Donc dans la pratique, je formule peut-être je reformule la question. Auprès de qui demandons-nous le dossier pour obtenir le dossier de qualification? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un mandat à faire, et le mandat, est-ce que c'est directement l'entreprise ou est-ce que c'est des responsables politiques industriels? Comment ça se passe? Exactement. Alors les mandats m'arrivent, moi, donc effectivement, des acteurs de politique industrielle converger avec les équipes contrat EPR2. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas directement à la main de l'entreprise, il faut que Pas ça du passe tout. par un responsable politique industriel d'un site, d'une entité EDF, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, ce qui est très intéressant, enfin, ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il y ait une espèce de sponsor en fait, d'un acteur. Je le redis, on a besoin d'un sponsor quand on va être sur des sujets de qualification pour nous assurer que l'entreprise rentre dans le panel visé un petit peu nationalement. Quand on n'est pas dans ce contexte-là, on n'a pas besoin de sponsor particulier. Donc, Voilà. vu des entreprises, c'est plutôt pour avancer sur ces questions-là, échanger avec le responsable politique industriel de l'entité locale ou de l'entité avec laquelle il est en contact. Exactement. OK. Merci Stéphanie. Autre question, est-ce que la qualification nouveau nucléaire sera requise pour les prestations, les PIAT, les PIAT intellectuelles d'assistance technique? Alors, c'est une très bonne question. Donc, dans notre nomenclature, dans notre bibliothèque, on a effectivement un système de qualification donc, qui s'appelle le PIAT, prestations intégrées prestations intellectuelles et assistance technique. Et donc, c'est le même raisonnement, c'est-à-dire que quand on est sur des contrats PIAT, on fait le travail d'identification avec l'équipe contrat. Est-ce que cette activité d'ingénierie est une activité catégorisée AIP? Donc, est-ce que c'est une activité de conception d'AIP? Si la réponse est oui, alors oui, on va QNN le fournisseur en annexe 1 de la GAQ. Si l'activité intellectuelle est une activité en jeu, eh ben, la réponse est oui, on vise alors une annexe 2. Et si l'activité portée dans le contrat n'est ni IP ni activité en jeu, alors la réponse est non, on n'impose pas ce QNN. Voilà. Merci. Autre question. Si le contrat n'est pas soumis à qualification nouveau nucléaire, peut-on la passer quand même et devenir un élément différenciant? Stéphane y a répondu partiellement tout à l'heure, peut-être. Est-ce que ça nécessite un complément?
En tout cas, c'est un plus. Moi, je ne peux qu'appuyer le fait que c'est un plus, mais ce ne sera pas discriminant pour les autres non plus. Voilà, si on estime qu'il n'y a pas besoin de qualif, il y a pas besoin de qualif. Mais c'est Voilà, un plus. sachant Ouais, qu'en Voilà. fin de compte, c'est en fait, EDF qui décidera en fonction de ses besoins non, s'il y mais a intérêt ou pas pour EDF de proposer la qualification d'une oui, mais entreprise. voilà. En fait, il faut prendre la question dans l'autre sens. Si on décide, puisque c'est quand même EDF qui va mettre les moyens pour accompagner cette qualif. Donc, si un des soumissionnaires sur un appel d'offres dit, bah, moi, je voudrais bien te qualifier être favorisé par rapport aux autres, bah, on peut pas le faire. Du coup, il Ben faudra qu'on voilà. propose à tout. Donc, en fait, non. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non. Bien sûr que toute la démarche. En fait, il y a deux choses dans la qualif. Il y a la démarche qui est mise en œuvre et on voit bien qu'elle repose sur la même démarche d'amélioration de performance et aussi de démonstration que l'entreprise est organisée pour répondre aux exigences. Donc toute cette démarche-là, de toute façon, c'est toujours du plus parce que Mhm. à la fois ça fait progresser l'entreprise et en même temps ça Clairement. démontre tout ce qu'elle est capable de mettre en jeu et de garanties qu'elle apporte. Donc sur la démarche. Par contre, sur la qualif à proprement parler, si l'appel d'offres ne demande pas de qualif, Mhm. on ne pourra pas de toute façon lancer un Non. processus de qualif. Ça voudrait dire c'est vous qu'on préfère, quoi. Donc non, moi je dirais c'est pas un élément différenciant. Mhm. Une Tout à fait. certification, oui, par contre, voilà. Puis il y avait la même question sur le CEFRI. Le CEFRI, c'est une certification Radio Pro. Donc le CEFRI, c'est un plus si vous allez faire des travaux en zone contrôlée. Par contre, le CEFRI, pour faire des VRD de chantier, sur le chantier EPR2, par exemple, au début ça peut pas être un plus puisque les enjeux de radioprotection sont nuls. Donc, en fait, il n'y a pas de surqualif, C'est ça. surqualité, il y a une filière nucléaire et chaque niveau de qualification, de certification doit être adapté à l'exigence et à la nature de l'activité. C'est ça qu'il faut bien regarder. Après, pour compléter, Merci tu as Stéphane. raison Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, quand même, moi aussi je vous le dis, donc on est quand même, on mobilise quand même beaucoup de monde hein, quand on fait de la qualif, donc on rationalise aussi quand même on priorise voilà, nos actions et aujourd'hui, voilà, je vous le dis en toute transparence, je lance pas de qualification avec des fournisseurs qui sont pressentis sur des appels d'offres sur lesquels on n'a pas de qualification. Voilà, si on était dans un monde différent, peut-être qu'on le ferait, mais en tout cas aujourd'hui, on n'a pas non plus nous les moyens de le faire. On rationalise vraiment nos énergies sur voilà, le bon fournisseur, le bon niveau de qualif, le bon niveau de compétence pour tel contrat. Merci Stéphanie. Autre question. L'ISO 9001 nouvelle version devrait être publiée en octobre 2026 pour la C'est vrai. qualification de nouveau nucléaire. Prenez-vous en compte la certification avec la version actuelle ou la nouvelle? Alors pour l'instant, bah, nous on travaille avec l'ancienne. Donc j'imagine que nous aussi on va évoluer. En tout cas, on va s'adapter aux évolutions des normes. Mais je ne suis pas inquiète en tout cas sur les évolutions. Ça fait partie du processus hein, normatif d'évolution, des montées de version. Voilà, donc on suivra nous aussi l'évolution et je pense pas non plus qu'on fera un rétroactif sur toutes les entreprises qu'on a qualifiées dans le passé sur l'ancien ISO. Voilà. Par contre, on travaillera par delta. Quand on sera dans nos étapes de renouvellement, quand on fera des qualifications qu'on renouvellera, puisque je vous ai dit, hein, les qualifs sont prononcés pour 5 ans, à ce moment-là, effectivement, on regardera comment les entreprises ont évolué vis-à-vis de l'évolution de ces normes. Merci. Autre question. Alors là, c'est sur la sous-traitance de rang 2. Une entreprise européenne non française peut-elle répondre aux appels d'offres au niveau de rang 2? Oui, oui, oui. Alors, je vais mettre un petit bémol. Ça fera partie en fait des stratégies d'achat qui seront validées avec les équipes contrat. Mais aujourd'hui, hein, voilà, avec un regard un peu tête haute, aujourd'hui, dans les fournisseurs qui répondent à nos appels d'offres, soit en rang 1 ou en rang 2, voilà, on a beaucoup d'entreprises françaises et tant mieux, mais on a aussi beaucoup d'entreprises européennes. Voilà. Pour des raisons aussi voilà, de tissu industriel, de capacité, en tout cas sur les usines, en tout cas vraiment sur les sujets de production, notre supply chain aujourd'hui, elle est vraiment européenne. Voilà. Donc on n'a pas du tout de problème avec une supply chain européenne. Une question un peu générale et je ne sais pas s'il y a un lien avec la qualification.
Allez-vous être en recherche de partenaires transport? Est-ce qu'au niveau du transport, il y a des aspects de qualification? Alors, des partenaires transport, sans aucun doute, compte tenu de toute la logistique, de tout le matériel et de tous les hommes et les femmes qu'il va falloir voilà, véhiculer sur ces chantiers, donc sans aucun doute. Est-ce que nous avons de la qualification sur le transport? La réponse est non. La seule activité, par contre, vraiment sur laquelle on porte un regard précis sur la qualification va concerner plutôt tout ce qui est lié à l'évacuation des combustibles usés, la livraison, en tout cas, voilà, l'évacuation des combustibles usés, mais elle ne va pas se concentrer, en tout cas, sur la partie vraiment transport routier, elle va plutôt se concentrer sur la partie paquetage, empaquetage des déchets nucléaires, comme c'est fait aujourd'hui sur le parc. Voilà, donc non, pas de qualification sur les activités de transport. Merci. Y a-t-il un coût direct à payer à EDF, comme pour UTO, pour la qualification de nouveau nucléaire? Alors non. Nous, pour le coup, PR2 voilà, a pris une posture un petit peu différente. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, UTO donc, a aligné sa pratique sur le parc. Aujourd'hui, les qualifications donc, ne sont pas. C'est pas un service payant. Voilà, il n'y a pas de ticket d'entrée à payer. On part du principe que, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est gagnant-gagnant. On sait que c'est un effort pour les industriels, les fournisseurs, voilà, de se lancer dans un processus de qualif. Ça génère aussi des coûts de main-d'œuvre pour EDF. Donc, on estime que ça suffit pourvu que, voilà, que le chemin qu'on va parcourir ensemble soit conclusif positivement. Et ensuite, nous sommes déjà qualifiés avec un numéro de SIRET et nous avons changé de numéro de SIRET. Comment conservons-nous notre qualification? Alors très bien, très bonne exercice. Donc la bonne pratique, c'est d'informer votre chargé de qualification. Si vous avez identifié quelqu'un dans les équipes d'audit qui a, voilà, qui a un petit peu une relation particulière, un peu particulière avec vous, ben, c'est la bonne personne à contacter. Si vous n'avez pas cette personne, ben maintenant vous me connaissez, donc je ferai la transmission. Nous, ce qu'on fait en fait quand on observe en fait des changements d'organisation chez des fournisseurs qualifiés, on fait ce qu'on appelle une analyse d'impact. Voilà, donc on regarde en fait qu'est-ce qui s'est passé lors de votre transformation de SIRET. Est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a eu des modifications de système management de la qualité? Est-ce qu'il y a eu des modifications de ressources? Nous, ce qu'on veut faire en fait, c'est on veut s'assurer pour vous reconduire la qualification, c'est que les moyens et les ressources ont bien été reconduits dans la nouvelle organisation. Voilà, c'est ça ce que j'appelle analyse d'impact. Et peut-être une question un peu spécifique, mais finalement, on peut peut-être élargir plus par rapport à d'autres profils d'entreprise. Je la lis. Nous sommes une société de Hauts-de-France qui conçoit, fabrique et installe des ateliers ou bâtiments de stockage démontables en location ou à l'achat à l'attention d'EDF, directement ou à ses sous-traitants. Nous sommes déjà identifiés sur CCI Business. Nous travaillons déjà avec de multiples CNPE, EPR, ITER depuis de nombreuses années. Si oui, est-ce pertinent sur ce métier de procéder à la qualification de nouveau nucléaire? Le stockage à proprement parler ne fait pas l'objet de qualification nouveau nucléaire. Voilà. C'est pas considéré, en tout cas, comme dans les critères que je vous ai décrits. Par contre, vous avez certainement beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de services à proposer à nos énormes, enfin voilà, aux futurs titulaires des contrats de montage. Et peut-être pas que, enfin, en tout cas, c'est vrai que je pense à eux, notamment aux énormes contrats de montage mécanique et contrôle-commande. J'imagine sans aucun doute qu'ils auront besoin voilà, d'avoir des ateliers, des zones de stockage pour protéger, pour héberger les matériels avant de les monter. Donc oui, je suis certaine que votre proposition pourra intéresser ces majors-là. Je pense aussi aux contrats de logistique. On va avoir beaucoup de travaux aussi de logistique, de zones de stockage dont on va avoir besoin justement pour être réactif sur le chantier, éviter de perdre du temps métal. Donc probablement que voilà, il y aura des choses importantes à proposer dans ce cadre-là. Peut-être rapidement les deux dernières questions. Peut-être Stéphane, globalement pour le projet EPR2 à Gravelines, y a-t-il un taux minimum imposé dans les appels d'offres pour sourcer les solutions équipements en France? Non, il n'y a pas de taux. Par contre, il y a des incitations selon les activités, selon les domaines,
justement des incitations à l'ancrage territorial. Donc, quand on parle d'ancrage, c'est plutôt le territoire autour du site pour qu'il y ait des retombées économiques positives sur le tissu économique autour du site. Voilà. Mais selon les marchés, bien entendu. Et dernière je crois qu'il est question 9h, Philippe. On a promis juré qu'on tenait le timing. C'est une dernière question. Au niveau de la sécurité et de la lutte contre les menaces asymétriques, drones, risques, intrusions, avez-vous des enjeux de qualification particulière? Non. Merci Stéphanie. Et puis peut-être le dernier point avec Magali pour le programme des prochains webinaires. Merci encore Stéphanie pour toute la Ouais.